Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez eu plusieurs professeurs, mais une seule maîtresse, la musique. Elle est la clé de la partition d'une vie orchestrée par une gamme d'aventures artistiques. Vous les racontez dans un livre. Il y a aussi un spectacle et un CD. Bonjour Pierre Porte. Bonjour. Alors, on vous connaît, on connaît votre nom, on connaît votre musique, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière, on va en parler, c'est le principe des clés d'une vie. Il y a une actualité, une triple actualité, le piano et mon orchestre, ce sont vos mémoires à l'archipel, on va en parler. Un triple CD chez Marianne Mélodie, avec les morceaux que vous avez composés et dirigés, et puis un concert, je crois, à la Nouvelle Ève, le 20 mars, un concert exceptionnel, qu'on va également évoquer. Mais le principe des clés d'une vie, Pierre Porte, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 2 octobre 1958. Pourquoi ? Parce que c'est la rentrée des classes. Et à l'époque, la rentrée des classes se faisait en octobre parce que les enfants participaient aux vendanges, aux moissons, la vie était rurale. Et ce jour-là, la rentrée des classes, vous formez votre premier orchestre à l'école. À l'école ? À l'école, c'est-à-dire, vous avez, avec des copains, il y a un cousin plombier, et c'est à cette rentrée des classes 58... C'est extraordinaire, Jacques. C'est vrai. Mon premier petit orchestre, je l'ai formé. On répétait dans un tout petit appartement de mes parents, un piano droit, mon frère Georges au saxo alto, oui, quelques amis musiciens, et un cousin Roger qui était à la batterie. Qui était plombier, je crois. Qui était plombier de son métier, mais qui adorait, qui est un mélomane. Alors, il se trouve que cet appartement, c'est à Marseille, où vous êtes né, Pierre Porte, au milieu des bombardements, je crois, et que ça vous a presque pas traumatisé, mais presque. Ma mère me portait dans son ventre, et au mois de mai 44, le 27 mai 44, les Alliés bombardent Marseille, mais ils se trompent de cible, et il y a 1800 Marseillais qui sont par erreur. Et nous, on était réfugiés dans les vignes de certains amis, et c'est peut-être de là aussi que vient mon amour pour le bon vin. Oui, peut-être aussi. Mais on a été sauvés par le fait qu'on a fui le bord de mer Marseille, la Joliette, tout ça. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Non. Alors, plus. Vous avez grandi dans une famille très modeste. Je crois que votre père a d'abord été employé des PTT et du jour au lendemain, il est devenu électricien. Dans le bâtiment. Oui. Pourquoi une envie comme ça de changer ? Ça, il ne me l'a pas dit. C'est vrai, je l'ai vraiment connu lorsqu'il était électricien dans le bâtiment, et l'été. Je lui donnais un petit coup de main pour passer des tubes. C'était des tubes à l'époque. Oui. Pas des tubes de musicaux, hein. Pas encore. Oui. Et puis, il se trouve aussi qu'il vous a appris à travailler 70 à 80 heures par semaine, ce qui aujourd'hui n'est guère à la mode. Lui faisait 80 heures. Oui. J'en fais quelques fois, 80. Exemple, lorsqu'on enregistre une revue pour le Moulin Rouge, on est 3 mois en studio, et là, on regarde pas les heures, et c'est des semaines longues, mais très constructives, positives et artistiques. Et vos parents vous ont donné, Pierre Porte, une éducation sévère sur le respect des valeurs. Et ça vous est resté. Alors, dans mes mémoires, je cite mes 4 règles d'or. L'ordre, l'organisation, la rigueur et le respect. Je crois qu'avec ces bagages, on peut aller très loin. Effectivement, mais en même temps, vous avez appris ça de vos parents, plus qu'à l'école, parce que l'école, c'était pas vraiment votre truc. Mais nous respections tout de même, on respectait beaucoup l'enseignement. Notre maîtresse d'école, à l'époque on appelait ça la maîtresse d'école. Et c'est vrai. Alors, il y a l'anecdote aussi, c'est que ma maman, tout jeune, a constaté que je reproduisais en chantant ou en sifflant les premières mélodies qui passaient dans les postes à galène de l'époque. Oui. Et elle m'a tout de suite entraîné vers un professeur particulier. J'y allais en pleurant, parce que le jeudi, c'était à l'époque le jeudi, le repos hebdomadaire pour les ados. Et je traînais les pieds. Vous ne vouliez pas faire du piano, ça vous intéressait pas? Parce que je voyais mes copains aller prendre un peu se distrayer et passer un jeudi après-midi. Oui. Et mon père disait à ma maman, avec l'accent de Marseille, il me dit, mais tu vois bien que Pierrot, il n'aime pas la musique, ne l'oblige pas. Et pourtant... il a insisté, oui. Ma mère a insisté beaucoup, mais mon père sifflait juste et ma mère chantait faux. Oui, et puis il y a quelqu'un qui était très important aussi dans votre amour de la musique, Pierre Porte, c'est Mémé Anna, votre grand-mère paternelle, qui vous a fait découvrir cette musique. Frou, frou,
La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. Frou Frou par Bert Silva. En fait, c'est une chanson créée en 1897 pour une revue qui s'appelait Paris qui marche. Et c'est une certaine Juliette Méali, qui était une tête d'affiche de l'opérette, qui l'a créée. Et cette chanson vous a marqué. Ma grand-mère paternelle avait un piano droit. Elle le jouait, comme on disait, de routine, d'oreille, sur le clavier. Et j'avais 4 ans, en 1950, même pas, non, en 48. Oui. Et avec mon petit doigt, les petits doigts d'enfant, elle me faisait tapoter sur les touches du piano avec un seul doigt, mon seul doigt, et elle faisait fou fou, fou fou. Et 45 ans après, je l'ai orchestré pour le Moulin Rouge. C'est assez étonnant. Ouais. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que vous n'aimez pas la musique au départ, et puis finalement, vous vous prenez au jeu jusqu'à aller au Conservatoire de Toulon, où vous obtenez un prix d'harmonie et de contrepoint. Avant, il y a eu le Conservatoire municipal de Marseille pour le solfège. Là, vous avez appris le solfège et l'histoire de la musique. J'étais très pas doué pour l'histoire de la musique, mais pour la musique, très vite, on a vu que ça marchait bien. Et ça venait d'où, ce don? Je cherche encore. D'accord. Donc, il y a le Conservatoire de Toulon, et donc un prix d'harmonie et de contrepoint, ce qui est quand même assez fort. C'est autre chose que le piano, mais l'écriture musicale, l'harmonie, le contrepoint et la fugue, ça fait partie de notre formation. Et à Toulon, c'était l'école nationale qui nous préparait bien au Conservatoire de Paris, dans lequel j'étais admis en 1966. Oui, je crois que pour être admis, vous avez joué un morceau de Franz Liszt. Pour le prix de piano. Oui. C'était le concerto en mi bémol. Pam, pa, pam, pam, pa, pa, pam, padam. J'ai eu mon prix d'excellence de piano au Conservatoire de Toulon, parallèlement aux études d'écriture. Voilà. Et Liszt, qui était un génie, à 6 ans, il entendait le matin son père jouer des morceaux, et le soir, à la maison, il chantait le morceau exactement. Ça s'appelle le don. Voilà. Alors ce don, justement, pour la musique, vous l'avez découvert à quel moment, Pierre Porte? Alors un petit peu plus tard, lorsque les premières chansons de Gilbert Bécaud passaient à la radio, il y avait Mes mains, La corrida, ses premiers titres. Et j'ai été tout à fait séduit et influencé par ce compositeur, ce pianiste, qui jouait d'une manière très électrique, Monsieur 100 000 volts. Aujourd'hui encore, je suis toujours amoureux des chansons de Bécaud, qui d'ailleurs une fera partie de mon concert le 20 mars à la Nouvelle Ève. Voilà, il se trouve que Gilbert Bécaud d'ailleurs est né à Toulon. C'est un destin. Alors votre premier orchestre, c'est sous le nom de Pierre Jay, je crois, ça s'appelle les Rhythm Jazz Boys. C'est vraiment un orchestre de bal. Allez, mais c'était ça. Je revendique le fait que j'ai fait beaucoup de bal, de musique de bal le samedi, le week-end. C'est une formation totale. C'est un bon début. C'est une vraie formation, c'est vrai. On apprend son métier sur le terrain. Sur le terrain, et puis avec un public qui vous écoute pas forcément. Absolument pas. Il y a quelqu'un en revanche qui vous a écouté, et ça a été un déclic dans votre vie, c'est Darius Milhaud. Alors Darius Milhaud, c'était une rencontre dans les années 62, 3, 4, 64, peu importe. Et parce que ma toute première épouse, Marie-Christine, on peut la citer, travaillait en tant que réceptionnaire bilingue. Et Darius Milhaud, chaque année, venait à l'hôtel Sextius des Thermes à Aix-en-Provence. Elle a eu le culot de lui demander s'il avait la gentillesse de me recevoir. Et cette entrevue a été complètement significative. Et quand il m'a dit, dans son calme et son regard tout à fait, j'allais dire intelligent, mais oui, un regard très perçant, m'a dit, mais votre épouse m'a dit que vous aviez eu le premier prix à Toulon, d'harmonie, d'écriture, de piano. Vous aimez bien la variété. Donc, pour vous, Pierre, il n'y a qu'une solution. La Nationale 7 pour aller à Paris. Et à cette époque, il n'y avait que 200 km d'Avalon à Paris. Et on a fait la Nationale 7 dans une 2 chevaux. Et c'est l'aventure a commencé. Et là, il y a eu une autre rencontre importante avec un compositeur que le monde entier connaît. Bleu, bleu, l'amour est bleu, berce mon cœur
a chanté L'amour est bleu, chanson qui a été un bide à l'Eurovision et qui a fait un succès mondial ensuite, comme quoi les jurys n'ont pas toujours raison. Et c'est Paul Moria qui l'a composé. Et Paul Moria a été une de vos premières rencontres. Il n'a pas rencontres. composé, Paul Moria. Il a fait l'orchestration. L'orchestration, oui. Et vous l'avez rencontré et ça a été aussi un déclic, Paul Moria. Un déclic pas toujours positif. Je savais qu'il travaillait dans un établissement qui s'appelait Le Vamping, une sorte de cabaret qui était au bord de la mer, la plage des Catalans. Et je savais qu'il existait, ce Paul Moria. J'entendais parler, mais il ne me connaissait pas. Et quand je suis venu à Paris, une des premières relations, m'a pu me faire rencontrer Paul, que je suis allé voir. Et qui m'a fait faire mes premiers essais d'orchestration. Alors vous disant que vous étiez un accompagnateur avant tout et ça vous a un petit peu déstabilisé au départ. J'étais pas très bon dans l'orchestration, mais Paul savait que je jouais déjà du piano d'une manière très satisfaisante, disons. Et il m'a proposé, Pierre, pour l'instant, l'orchestration, c'est pas terrible, mais je sais que tu joues bien du piano et je peux te proposer d'accompagner des vedettes telles Aznavour à l'époque, ou Mireille Mathieu, qui était aussi déjà très connue. Mais ça me faisait faire l'impasse, et je venais d'être admis au Conservatoire de Paris. Il fallait faire un choix. J'ai fait le choix de ne pas faire des grandes tournées dans le monde, qui m'auraient fait gagner sûrement beaucoup plus d'argent qu'avec la bourse que j'avais, en étant admis au Conservatoire de Paris, dans la classe de Maurice Duruflé. Et ben voilà comment ça a commencé. Et des vedettes, vous en avez accompagné d'autres ensuite. On en parle avec une autre date, le 30 janvier 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Porte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Porte. Triple actualité, le piano et mon orchestre, vos mémoires à l'archipel. Pierre Porte, grand orchestre, 3 CD évoquant votre carrière chez Marianne Mélodie. Et ce concert à la Nouvelle Ève, le 20 mars. Concert que vous aimez parce que vous jouerez les chansons que vous aimez. Et je reviens à une date importante, le 30 janvier 77. C'est la première d'une émission où il y a entre autres ce rendez-vous. Bon dimanche, Musical Music, Jacques Martin. Pendant 2 ans, vous avez orchestré et dirigé l'émission de Jacques Martin, Bon Dimanche, Pierre Porte. Et composé les génériques. Et composé les génériques. Qui sont d'ailleurs dans ce CD de Marianne Mélodie. C'est venu comment, cette aventure? Auparavant, de 1971, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai dirigé, composé, pour les Carpentiers. On va en reparler tout à l'heure, parce que là on va revenir à Jacques Martin, parce que Jacques Martin, en fait, je sais pas si vous le savez, au départ, il dîne un soir chez Castel, à l'autre bout de la table, il y a Marcel Julien, PDG d'Antenne 2, qui lui dit, est-ce que tu es d'accord pour faire le dimanche matin et après-midi? Et c'est comme ça que c'est né un soir chez Castel, ces 2 années. Et là, ça a été un gros travail pour vous chez Jacques Martin, parce que c'était un artiste véritable qui ne voulait pas du playback. Absolument pas. J'avais la carte blanche lorsque un artiste, consacré ou pas, proposait sa bande playback. Et mais Pierre, si on te propose ça, tu montres la sortie. Voilà. Et ça, mais c'était un énorme travail parce qu'il y avait plusieurs émissions et il fallait diriger tout le monde. De midi à 22h. Et ça, à midi, je commençais avec le thème Bon Dimanche, sur la France, sur une de mes musiques, bien sûr, et les paroles de Jacques Martin. Et l'après-midi était ponctué, il appelait ça les pommes, 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 pommes. On avait le choix, enfin, il nous donnait 4 mélodies qu'il fallait orchestrer, mais que le public devait deviner. On les maquillait assez bien dans l'orchestration. Et le soir, celui qui avait trouvé les 4 chansons dont le titre des 4 faisait une phrase, il gagnait un poste de télévision couleur. Et le soir, à 20h30, c'était Music and Music. Voilà. Donc c'était vraiment une journée complète de travail et une semaine de travail acharné, je suppose. Alors l'émission était enregistrée, mais avec le public de l'Empire, où il y avait 600 personnes chaque jeudi soir. C'était enregistré avec sous le principe du direct. Et il y avait à peu près 10 artistes invités. Il fallait faire les orchestrations. J'ai été aidé par des orchestrateurs parce que je pouvais pas être partout. Et c'était une aventure extraordinaire parce que j'ai dû accompagner en 2 ans à raison de 10 par dimanche. J'ai qu'à faire le calcul.
Oui, ça fait beaucoup. Alors, il se trouve aussi que Jacques Martin chantait, car là aussi, c'était un de ses dons. Il pouvait chanter tous les refrains les plus célèbres français. Au sortir de l'émission de cette série des 2 saisons, en octobre 78, nous sommes entrés en studio pour la maison Sonopresse et on a fait le 33 tours de Jacques Martin qui s'appelait Jacques Martin chante. J'ai le souvenir fabuleux quand je réécoute ça dans ma voiture, j'ai la larme à l'œil parce que c'est très émouvant. Oui, et en plus, bon, Martin avait un immense talent, un peu triste d'ailleurs, car il aurait voulu être un grand comédien et ça n'a pas marché, Petit Patapon et d'autres pièces, mais en même temps, c'était pas quelqu'un de facile à vivre et à travailler. Pendant les 2 ans, vraiment, m'a donné sa confiance, j'avais la confiance absolue de Jacques, et on n'a jamais eu un seul accro. Jamais. Jamais. Alors que quelquefois, son équipe subissait ses colères, ses changements d'avis. Fallait improviser sans arrêt avec lui. Oui, mais moi, quand j'étais au pupitre, que j'ai dirigé les 40 musiciens, on avait déjà bien répété, c'était au point. Les musiciens accompagnaient des chanteurs en direct, sans bande playback. Et j'ai eu une confiance absolue avec Jacques. C'était une collaboration, en ce qui me concerne, fantastique. Alors la télévision, je reviens à ça, Pierre Porte, c'est né finalement grâce à Claude Bolling qui vous a repéré. Alors la rencontre avec Claude Bolling a été déterminante. C'est une chanteuse, un peu connue à l'époque, et il devait venir à ce même rendez-vous. Maria Vincent, non? Exact. Maria Vincent qui a d'ailleurs hébergé à la fin de sa vie Fernand Legros, qui était le trafiquant de tableaux, oui. et qui faisait des faux tableaux, personnage incroyable. Il n'avait plus rien, il vivait chez Maria Vincent. Exact. Et il y avait même un jour, j'ai croisé Dario Moreno, oui, dans la salle de bain de Maria Vincent qui se parfumait. C'était très amusant. Et donc, Claude donc avait rendez-vous avec Maria Vincent. Elle avait un piano dans son salon pour prendre les tonalités pour faire les orchestrations d'un 45 tours vinyle à l'époque. Moi, j'étais là. Un ami m'avait dit, ça serait bien que tu sois là et que tu joues du piano pour chercher les tonalités de Maria Vincent. Et Claude, une fois le travail effectué, m'a pris à partie, donc discrètement m'a demandé, il avait décelé peut-être dans mon jeu de piano quelque chose qui pourrait l'intéresser. Et il m'a proposé de travailler avec lui dans l'ombre. Et c'est à cette époque aussi qu'il s'occupait des toutes premières émissions des Carpentiers avec les grands enfants, Jacqueline Maillan et tout. Et donc, un jour, il est débordé de travail, je crois qu'il fait Monsieur Pompadour, et il n'a plus le temps de faire les Carpentiers. Alors, sur le générique début, il va y marquer direction musicale Claude Bolling, avec la collaboration de Pierre Porte, et il m'a demandé, au bout de 2 ans, si je pouvais prendre le relais. Mariti et Gilbert ont accepté. Je les rencontrais souvent, puisque j'étais toujours dans les réunions de préparation des émissions. Et c'est là que c'est parti. C'est grâce à lui et avec lui que j'ai fait mes débuts à la télévision française. À l'époque, c'était pas encore les numéros 1, c'était Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, 2 sur la 2, et à la manière 2. À la manière 2, les maudits rois fainéants, qu'on a totalement oublié aujourd'hui alors qu'ils avaient 12 millions de téléspectateurs le samedi soir, ce qui est vraiment dommage. C'était un feuilleton. Un feuilleton. À l'intérieur de l'émission des Carpentiers, oui, qui durait 1 heure. Et il y avait 10 minutes des rois fainéants et c'était un peu préparé, mais ils improvisaient, c'était extraordinaire. Oui, et les Carpentiers avaient commencé à travailler avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault à Radio Luxembourg à leur début, années 50, c'est comme ça qu'ils s'étaient connus. Et donc, vous vous êtes retrouvés avec les émissions qu'on n'imaginait pas cultes à l'époque des Carpentiers, Pierre Porte. J'en ai fait plus d'une centaine. Je dirigeais, je composais, j'enregistrais, j'étais tout ce qui concernait la musique. C'était un travail immense parce que je crois qu'il y avait une réunion le lundi et que c'était le direct le samedi soir. C'était le lundi, on enregistrait certains ballets génériques pour 3 semaines après. Donc parce qu'il fallait du temps quand même. Qui répètent les ballets d'Arthur Plachard, de Jean Moussy. Mais en même temps, il y avait des duos à créer, c'était pas évident. Des duos improbables. Je me souviens d'un duo avec ce comédien Paul Meurice. Paul Meurice, oui. Et Lisette Malidor. Et on répétait pour faire l'orchestration. Et Paul me dit de son grand auteur, me dit, mais Pierre, je ne sais pas chanter. Mais il a chanté dans les années 50. Oui, mais il avait chansonnier. Ou alors il n'avait pas envie ce jour-là. Et Lisette lui a dit devant moi,
vous inquiétez pas. Si vous ne chantez pas, moi, je chanterai les couplets, les refrains. Et lui, il a parlé dans le duo. Il y avait des duos avec Jean-Claude Brialy et François Hardy. Non, François Hardy avec Michel Delpech, je me souviens bien. Des duos improbables, mais ils étaient à l'origine peut-être de ce style un peu comédie musicale, parce qu'ils faisaient des extraits comme ça, des petites pièces, des petites, comment dire, comédie musicale. Voilà. Et il y avait aussi Claude François qui était là très souvent et qui imposait beaucoup de choses. Alors Claude, je me suis toujours très bien entendu avec lui. Oui. Et il a imposé sa façon de faire. Il est tellement précis, tellement vraiment professionnel qu'il était à la limite. C'était pas facile à gérer. Oui, en même temps, il a fait des duos mythiques avec Dalida, il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi Michel Berger et Serge Gainsbourg. Et Gainsbourg, vous avez rencontré un jour chez lui. C'est un grand souvenir, Pierre Porte. Bien, j'ai Mariti, Carpentier, me dit, tiens, on va faire une émission avec Serge. Est-ce que tu peux aller le voir rue de Verneuil? Effectivement, je sonne à la porte. Jen Berkin vient m'ouvrir avec une gentillesse, sa gentillesse habituelle. Et elle me dit, bon, Pierre, assieds-toi un petit peu au salon, Serge va arriver. Et Serge est descendu de sa chambre. Il est venu, on s'est serré la main, et on s'est mis au travail, au piano. Mais entre-temps, Jen lui a apporté un énorme bol de café qu'il a bu devant moi, pour qu'il soit vraiment d'attaque pour... C'était un très bon souvenir avec ça. Un personnage fabuleux. Et puis dans les duos des Carpentiers, il y en a un aujourd'hui qu'on voit sur YouTube et tous les enfants le reprennent en chœur en ignorant que c'est les Carpentiers. C'est un duo entre Sylvie Vartan et Chantal Goya. Petite modèle, on fait la joie de nos parents. On est douce et belle et l'on aime bien nos mamans. N'oubliez pas de jeter le chat au fond du... Ça, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui sur YouTube, c'est l'une des séquences les plus vues pour Pierre Porte. Il y en a eu d'autres. Oui. Avec Sylvie. Et avec Chantal aussi. Je chante pour soigner. Oui. Ça, c'est des Carpentiers qui nous demandaient, à toute l'équipe, de faire cet extrait d'émission original. Souvent, c'était les chansons de Jean-Jacques Debout, les mélodies, que j'orchestrais sur des paroles ou de Jean-Jacques ou de Roger Dumas à l'époque. Oui. Et Mariti, c'était ça. C'était un challenge à chaque fois. Et on oublie aujourd'hui que c'était aussi important. Est-ce que vous doutiez à l'époque que ce serait mythique, que 50 ans après, on parlerait encore des Carpentiers? Mais les émissions des Carpentiers passent souvent sur Télévé Mélodie. Oui. Il y a des musiciens qui m'appellent, qui faisaient partie. Ils me disent, Pierre, je suis dans ma voiture, il m'appelle, tu es en train de passer à la télé. Des émissions d'il y a 40 ans. Voilà, exactement. C'est la postérité. Une autre date importante pour vous, on va l'évoquer dans quelques instants, le 12 février 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Porte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Porte. 3 actualités. Il y a la Nouvelle Ève le 20 mars, le piano et mon orchestre, un livre paru aux éditions de l'Archipel qu'on va évoquer tout à l'heure. Et ce coffret chez Marianne Mélodie, le 3 CD avec votre grand orchestre. Et dans ce coffret, il y a une musique liée à la date du 12 février 1988. La revue formidable du Moulin Rouge, première avec, je crois, le Prince Édouard dans la salle. J'étais là. Le 12 février 1988, ouais. C'est avec la première. Oui, la première. Représentation. Formidable. Voilà. Qui a duré 12 ans, entre parenthèses. 12 ans, oui. Et le prince Édouard d'Angleterre, le jeune, ouais. À l'époque, le jeune prince Édouard d'Angleterre, était là pour cette royale performance. Exactement. Et il venait de Londres spécialement. Alors, le Moulin Rouge, c'est une aventure de votre vie qui est arrivée par un coup de téléphone, je crois, Pierre Porte. J'étais en vacances dans le sud du Portugal. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Et je rentre dans ma chambre. Et j'interroge mon répondeur avec les petits bip-bip de l'époque. Et sur mon répondeur à Paris, il y avait la voix de Ruggiero Angeletti, le célèbre chorégraphe et metteur en scène du Moulin Rouge depuis 1962. Et il avait demandé, avant de m'appeler, à Jackie Clérico, le patron du Moulin Rouge, le papa de Jean-Jacques Clérico, qui aujourd'hui est aux manettes et que ça se passe très très bien. Il avait demandé, est-ce que
il faut changer quelque chose, Jackie. J'ai envie de travailler avec Pierre Porte. Vous connaissez. Alors, Jackie me connaissait puisque j'étais tous les dimanches à la télévision. Ouais. Et j'avais fait aussi 15 ans en Folie Bergère. Ouais. Et il a dit, ok, allez-y. Donc, j'ai un message de Ruggiero sur mon répondeur. Il m'a dit, Pierre Porte, on se vous voyait à l'époque. Est-ce que vous pouvez m'appeler? Car il est allé droit au but. Est-ce que vous pouvez m'appeler rapidement? Parce que j'ai très envie que vous fassiez la prochaine revue du Moulin Rouge. Je la rappelle tout de suite. Il en était le 9 juin exactement. Je pense que 8 ou 9 juin. Et le 11 juin, j'étais dans le bureau de Jackie Clérico. Il faut savoir que les cléricaux, il y avait au Lido, il y avait Joseph et Louis qui dirigeaient le Lido. Jackie dirigeait le Moulin Rouge, une famille vraiment qui aimait Christian Clérico au Lido. Avant, il y avait Joseph et Louis. Avec Au Lido, il y avait Christian, mais avant, il y a Joseph et Louis. Oui. Ah oui, il faut être précis. Exact. Oui, j'essaie d'être aussi précis que vous, Pierre Porte. Alors, il se trouve que il accepte et que vous allez passer, mais vraiment 5 mois à travailler 20 heures par jour. Oui, alors pas de sport d'hiver, pas de week-end, de toute façon ça, même aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais pas 5 mois, 7 exactement. Ouais, quand même, oui. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et 12 février, la première. Mais la création de la musique, c'est 75 minutes de musique symphonique à écrire. Les orchestrations, je suis toujours aidé par les orchestrateurs de talent, bien sûr, mais la création de la mélodie de toute une revue, ça, d'habitude, pour la celle qui passe en ce moment, on m'a donné 1 an et demi. Oui. Et là, il fallait absolument. Alors, j'ai joué le jeu, j'ai relevé le défi, et le 12 février, on a été... Mais on se rend pas compte, quand on va au Moulin Rouge, du travail que peut représenter la préparation et notamment la musique. Ça commence par la musique. On prévoit les 4 tableaux. Il y a Ruggiero Angeletti en mettait en scène 2, et Doris Hogg 2. C'est toujours, même à Ferry actuellement, c'est le travail que nous avons fait il y a 27 ans. Voilà. Donc c'est une préparation d'abord de la mélodie. Il faut valider, trouver le thème. Formidable. Et formidable, j'ai travaillé un petit peu dessus et je trouvais que j'arrive pas à l'articuler. Il me manque un accent tonique. Et j'ai ajouté, c'est formidable. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, il se trouve aussi que il y a eu le French Cancan, traditionnel du Moulin Rouge. Il faut savoir qu'en 1889, quand Joseph Euler crée le Moulin Rouge, il crée dans une petite cabane en bois le French Cancan, en ayant vu dans un bistrot voisin Valentin le Désossé et la Goulue en train de le danser. Et c'est devenu le culte. Ben, vous l'avez fait évoluer au fil des années. Mais dans chaque revue, on réorchestre, mais on ne change pas du tout l'esprit d'Offenbach d'une part. Mais c'est toujours dans un tempo un petit peu plus rapide qu'a toujours voulu Ruggiero Angeletti. Et ces 7 minutes de cancan arrivent dans le grand final sur 70 minutes de revue. Et on le réorchestre régulièrement. Mais la dernière orchestration date d'il y a 27 ans. Elle passe toujours aujourd'hui dans la revue Ferry. Oui, parce que finalement, Formidable avait été prévu pour quelques années. Ça s'est prolongé et ensuite... 12 ans. 12 ans. Et Ferry a commencé en 99... Et 27 ans après... Le 23 décembre 99, et on rentrait dans l'an 2000. Ouais. Donc ça fait 24 ans aujourd'hui. Et ça continue, il n'y a pas eu de changement Zéro changement. Alors Jean-Jacques Terrico fait évoluer les lumières, les décors sont repeints ou repensés, mais musique, chorégraphie, costume, c'est à l'identique. C'est un cas unique. C'est un cas unique. Comment on l'explique? Ça s'explique. Ça s'explique pas. Parce que Ruggiero Angeletti, Doris Hogg, Jackie Clérico, qui au début de Ferry était avec nous. Dieu merci avec nous, oui. Et moi-même. Bien, conclusion, Jacques, on a peut-être très bien travaillé. Voilà. En même temps, le Moulin Rouge est le dernier lieu aujourd'hui où les touristes viennent voir un spectacle de légende, Pierre Porte. Exactement. Et moi, je m'amuse à dire ou à constater que on imagine un couple qui vient voir Ferry le 23 décembre 1999 ou janvier 2000. 20 ans après, entre-temps, ils ont fait des enfants. Oui. Ben, c'est plus jeune. Et il y a de plus en plus de personnes, sur les 800 personnes, 2 fois par jour, c'est-à-dire sur 1700 personnes, ça se rajeunit de plus en plus. Ça m'amuse beaucoup et ça m'intéresse d'aller à la sortie du premier spectacle, boire un verre dans le salon d'accueil Toulouse-Lautrec,
et de voir les gens qui attendent, de constater les gens qui attendent pour le deuxième spectacle. Il y a de moins en moins de têtes grises. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 1600 personnes tous les soirs avec 2 spectacles. Deux fois, c'est quand même extraordinaire. Et puis, c'est le dernier lieu à Paris, puisque le Lido a fermé. Entre nous, je pense que c'est une erreur. C'est un autre lieu mythique. Et le remplacer par un théâtre musical, qui d'ailleurs ne marchera pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense qu'ils vont faire des trucs clés en main, je crois, des comédies musicales, ce genre-là. Bah, heureusement qu'il y a le Moulin Rouge qui reste présent. Et c'est pas fini, Jacques. Il y a eu des soirées magiques dans votre période. Il y a eu Latoya Jackson, une sœur de Michael Jackson, qui est quand même venue mener la revue au Moulin Rouge, Pierre Porte. Et ce qui est très intéressant aussi, et ce qui m'a donné beaucoup de travail, c'est qu'il fallait qu'elle chante en français. Oui, c'était déjà pas facile en anglais pour elle. Alors en studio, on a passé de longues heures, de longues journées pour lui expliquer que c'est formidable, un joyeux anniversaire. J'ai dit non, Latoya, c'est pas un joyau. Elle aimait bien. C'était un joyeux anniversaire. Ouais. C'est formidable, nous fêtons un centenaire, c'est formidable. Et c'était la grande idée de Jean Miguel, qui à l'époque s'occupait de la communication, et a proposé à Jackie Cléricault d'inviter une Jackson. Oui. Et ça a été fantastique parce que ça a fait une presse internationale. Oui, oui. Mais elle est vite repartie. Hein. En 92, elle a été très fatiguée et elle est repartie. Voilà, ben effectivement, le Moulin Rouge ne s'en est pas plus mal porté. Mais elle a donné dans son tour qu'elle faisait spécifiquement pendant 15 minutes dans le final, ça a donné l'idée à Ruggiero de continuer dans cette voie. Et lorsqu'elle est partie, j'ai composé, j'ai refait 10 minutes dans Formidable. Et Ferry, on en a tenu compte aujourd'hui aussi. Et ça apporte... Elle a eu ce déclic qui a fait que Ruggiero, toujours à l'affût, a dit, Pierre, elle part, mais on va faire quelque chose qui ressemble un peu. Alors, avant le Moulin Rouge, il y a eu effectivement les Folies Bergères, vous l'avez dit. Et les Folies Bergères, c'est un autre temple de la revue où vous avez notamment officié dans celle-ci. De folie en folie, une revue avec 13 lettres, puisque c'était la tradition aux Folies Bergères. Comme le titre. Folies Bergères, 13 lettres. Oui, toujours parce que Paul Derval, le patron, avait eu son premier succès avec 13 lettres, et par superstition, il a continué. Et ça Comme au Moulin Rouge, les revues commencent par F. Toujours. Parce que la première a été en 62, Froufrou. Alors, les Folies Bergères, là aussi, c'était une autre expérience parce que le spectacle musical, la revue, c'est encore quelque chose de différent pour un compositeur et un chef d'orchestre. J'ai commencé avec les Folies Bergères, mais comme j'avais derrière moi 10 années de télévision, on m'a appris, même les Carpentiers m'ont fait faire de la gymnastique musicale pendant 6 ans. Donc, aux Folies Bergères, c'est Lilia Montevecchi qui m'a dit un jour sur un plateau de Guy Lux, elle m'avait demandé de l'accompagner au piano, et après, c'était en direct, Guy Lux à l'époque, au Théâtre 102, et dans les coulisses, après l'émission, il m'a dit, mais Pierre, il faut que je te présente à Michel Guermati, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Qui était le directeur artistique des Folies Bergères. Metteur en scène. Voilà. Et vous savez, il a commencé de façon incroyable. En 1932, il veut voir le directeur Paul Derval, qui n'a pas le temps de le recevoir, et il voulait faire des décors et des costumes, et il a dessiné sur le trottoir à la craie, dans la rue. Rue Saunier, à la sortie des artistes. Voilà, le décor. Et tout le monde voyait ça, et Paul Derval est descendu, c'est comme ça qu'il a été engagé. Paul Derval le faisait nettoyer. Oui. Et Guermati, il insistait, et un jour, il a reçu, après, il a fait le succès des Folies Bergères. On a oublié aujourd'hui ce qu'étaient les Folies Bergères, mais ça aussi, c'était un lieu de tradition à Paris. Alors vous dites... les Folies Bergères, c'était la tradition à Paris. C'est-à-dire que le monde entier venait voir le spectacle des Folies Bergères. Tout à fait. Mais c'est un théâtre, c'est pas un cabaret. Non, mais aujourd'hui, à l'époque, il y avait Liane Montevecchi, Lisette Malidor, il y avait une meneuse de revues, des revues en français et en anglais. C'était une chose aussi très importante, et ça vous a appris beaucoup de choses aussi. Je me suis... là aussi, j'ai relevé le challenge. J'aime bien ça. Et par rapport au Moulin Rouge, c'était aussi une vitrine. C'est de là que Ruggiero Angeletti, du Moulin Rouge, savait ma carrière télévisuelle et m'avait entendu aux Folies Bergères. Ça a été aussi une vraie formation, grand spectacle, une formation
artistique, d'écriture, de création musicale. Mais on a oublié aujourd'hui combien les Folies Bergères étaient symboliques de Paris. Il y avait un promenoir où on venait, il y avait des revues. C'est totalement le passé, ce genre de choses, hélas. C'est un passé très riche et qui aujourd'hui, c'est comme le Lido, ils vont faire des spectacles. Et aux Folies Bergères, Madame Martini, à un moment donné, n'a plus fait de revues autoproduites. Et elle louait la salle. Voilà. Hélène Martini a été la patronne des Folies Bergères des dernières revues. Il faut savoir qu'elle avait débuté comme danseuse nue aux Folies Bergères en arrivant de Pologne où elle a eu quelques soucis. Et un jour, elle a racheté les Folies Bergères. C'était exactement ça. C'est un personnage, ça aussi, vous l'avez connu, Hélène Martini? Pendant 15 ans, le soir, je passais de temps en temps, on discutait dans son bureau. C'était une personne un peu hors du commun, qui vivait la nuit, évidemment, et qui était à la tête, qui restait avant que je ne... Ma première revue, c'était 1976. Ouais. Et elle était déjà directrice avant moi, avant que je ne travaille pour elle. En fait, Hélène Martini s'était mariée à un monsieur Martini qui avait quelques affaires pas très claires du côté de Pigalle. Et elle avait pris la relève. Et moi, je la croisais à 1h du matin dans un cabaret qui était le cabaret russe. Et elle buvait une tisane avant de monter dans son taxi blindé pour aller voir tout ce qui se passait dans le quartier de Pigalle. Alors le taxi, j'ai bien connu. Le chauffeur, je l'ai connu puisqu'il était à chaque fois à la sortie. Il venait la chercher à 11h du soir. Et elle faisait la tournée de tous les établissements. Vous avez connu bien des choses et on va en reparler à travers le livre qui est sorti le 16 mars 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Porte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Porte. 3 actualités. Donc le 20 mars, La Nouvelle Ève, un concert exceptionnel. Un CD, un coffret d'or, 3 CD réalisés par Mathieu Moulin chez Marianne Mélodie avec les morceaux principaux que vous avez composés, d'autres des classiques, de la variété. Et puis ces mémoires, Le piano et mon orchestre, aux éditions de l'Archipel, sorti le 16 mars 2023. Pourquoi avoir écrit vos mémoires aujourd'hui, en plus avec une précision diabolique, puisque toutes les dates y sont, comme dans les clés d'une vie? Pourquoi avoir choisi le sous-titre « Mes mémoires » Comme son nom l'indique, les mémoires, ça prend partie des souvenirs. Or, dans un livre comme ceci, j'essaie de parcourir depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui où on se parle. Et peut-être que, à force d'écrire, de fouiller dans ma mémoire, aujourd'hui, je pourrais faire encore 2 bouquins parce que c'est passé tellement de choses. Alors, il se trouve que vous êtes un monstre de précision. Vos journées, et vous le dites dans ce livre, Pierre Porte, sont parfaitement organisées au détail près. Les journées? Oui. Donc, chaque matin, la veille, je fais pour le lendemain mon pense-bête avec le planning. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, l'organisation, ça fait partie de ma vie, de toute ma vie. Oui, mais vous notez tout. Par exemple, moi, je vous ai toujours vu avec des post-it par dizaines où vous notez chaque détail. Alors, il y a un détail amusant aussi, concernant les post-it. J'en ai toujours entre 5 et 6 000 d'avance. Ah bon? Oui. Des blocs de sang, comme ça, et jaune fluo, parce que ça marque bien mes yeux qui je suis daltonien à 50% depuis ma naissance. Alors le jaune, comme ça, bref, ça c'est un détail. Et un exemple qui est flagrant, je m'endors, quelle que soit l'heure, on dort un peu dans nos métiers, un petit peu. Si le matin, sur ma table de nuit, il y a 5, 6, 7 post-it, c'est que j'ai pas très bien dormi. Je suis réveillé et je note tout parce que on oublie pendant le sommeil. Et le matin, je mets tout ça au propre. Il se trouve que vous pourriez être actionnaire chez Post-it. D'ailleurs, le Post-it, on le sait pas. On pense que c'est un certain Spencer Silver qui travaillait sur un projet de colle extra forte qu'il a créé. Pas du tout. En fait, c'est un chercheur qui s'appelait Art Fry, qui chantait dans la chorale de son église. Il était frustré parce que les marque-pages ne tenaient pas dans son livre, qui a repris ce principe de colle forte et qui a créé les Post-it. C'est la naissance aux États-Unis. Ben oui, on en apprend tous les jours. Alors, dans ce livre de mémoire où on a évoqué votre enfance et le Moulin Rouge et autres, il y a aussi des choses étonnantes, comme cet artiste dont vous avez écrit une chanson.
Johnny, coup d'amour, c'est vous qui l'avez composé? Oui, avec co-composé avec Jean-Pierre Savelli, Oui. sur les paroles de Michel Mallory. Et Johnny, je crois, était tellement content qu'il vous appelait toutes les nuits pratiquement. 5, 6, 7, 8 jours après la sortie du disque, commercialisé, il m'appelait. Et Pierre, on est à 100 000. Et après, c'est Pierre, on arrive à 300 000, jusqu'à 1,2 million. Voilà. Et vous avez même fait une tournée avec Johnny, en première partie avec Jean-Jacques Debout. C'est pas une vraie tournée, on a fait 3 dates. Oui. Dans l'ouest de la France, je crois que c'est Nantes, Toulouse et je me souviens plus. Et avec Jean-Jacques, je l'accompagnais au piano à queue, tout seul, en première partie de Johnny. On imagine bien que ceux qui étaient pour Johnny Hallyday ne nous attendaient pas. Oui. Et on a essuyé des plâtres, l'expression est bien ce qui correspondait à cette époque. Et au piano, Jean-Jacques Debout avec ses mélodies que l'on connaît bien. Johnny. Et nous, imperturbables. On a fait 3 quarts d'heure en première partie. Et Johnny, d'ailleurs, se faisait attendre, c'était son truc. Il adorait avoir 1 heure ou 2 de retard pour se présenter en scène. Peut-être pas 2 heures, mais 1 heure facilement, oui. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait aussi l'Olympia avec Jean-Jacques Debout, avec un inconnu en première partie, Alain Souchon. Eh oui. Oui, c'est vrai. Oui. Bravo, Jacques. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne ne le connaissait, Alain Souchon. Non, ça a commencé. Et puis, il a été tout de même un des premiers invités de Jacques Martin dans l'émission Musique en Musique en 77. Oui, mais moi je me souviens de Alain Souchon avec qui je bavardais un soir. Il avait fait L'amour 1830, ça marchait pas du tout. Il songeait à arrêter le métier. Et c'est fou, hein. C'était dommage. Et puis il y a eu Thierry Leluron, très important dans votre vie. Et je crois que vous l'avez même connu avant même son premier Télédimanche, Pierre Porte. J'habitais à la Porte de Choisy, oui. Et la directrice, la patronne des éditions Breton, la Marquise, si vous vous rappelez bien, a recommandé à Thierry Leluron de venir me voir. Il n'avait que 17 ans, il n'avait pas le permis de conduire. Il est venu me voir avec un ami qui conduisait, et lui était à droite de la voiture. Et il avait soif de rencontres, il avait soif de connaître, déjà à 17 ans. Et avant qu'il ne soit, donc, venu la personnalité, la vedette que l'on sait, et je l'ai rencontré avant, vous avez raison. Oui, et alors il se trouve qu'il a commencé dans l'imitation par hasard. En fait, il avait fait le jeu de la chance, il chantait l'opérette. Et puis ce sont les 70 ans de Jean Neumann. Et en coulisses, pour rôder sa voix, pour chauffer sa voix, il fait une imitation de Jacques Chaban-Delmas. Raymond Marcillac l'entend, il lui dit « Faites-moi ça à l'antenne ». Et c'est comme ça que Thierry Leluron a commencé. C'est parti comme ça. Vous l'avez même accompagné sur scène, je crois, à l'Olympia, entre autres. À l'Olympia, on a fait un Olympia tous les deux. Et puis on a fait des albums. On a fait 2 albums avec Charles Level qui écrivait des paroles pour les musiques originales. Oui. Et Paul Lederman a eu l'idée de faire un 33 tours vinyle à l'époque avec des extraits d'opérettes. Et c'est comme ça que c'est parti aussi pour vous. Thierry Leluron, c'était aussi l'humour. Il avait une tête de Turc favorite pour qui vous avez composé une chanson, Alice Sapritch. Ah oui, on a fait. Et alors, c'est faux. Je crois que... Mais ils n'arrêtaient pas de se fâcher, de se réconcilier, parce qu'il était dur avec elle. Très dur. Mais en même temps, je crois que vous avez fait une chanson pour elle, vous avez dû en vendre 10 exemplaires à sa famille. Peut-être 11, parce qu'elle m'en a offert un. Non, mais elle a voulu, on a joué le jeu, je ne sais plus qui a produit ce disque, mais j'ai fait un 45 tours avec Alice Sapritch. Et un jour, Thierry m'a raconté, il est à Saint-Germain-des-Prés avec Jacques Chazot et avec Alice Sapritch, et il y a un jeune qui s'approche d'eux. Donc Thierry et Chazot pensent que c'est pour eux, donc sortent leur stylo pour un autographe. Le jeune s'approche et va vers Alice Sapritch en disant « Je voudrais un autographe car j'ai acheté votre disque ». Leluron regarde le jeune et fait « Ah, c'est vous ?» Ça n'a pas plu du tout à Alice Sapritch. Mais il n'arrêtait pas de la mener, de se moquer d'elle. Et il y a un autre roi d'improvisation aussi avec qui vous avez travaillé, c'est Jean Poiret. Oui. Dans l'Impromptu de Marigny, qui est un spectacle oublié aujourd'hui, mais qui était un spectacle tout à fait original de Jean Poiret. Alors, ça fait quelques décennies. Oui, mais il avait monté ça pour un soir, c'était une pièce classique pratiquement. Oui. J'avais composé des musiques d'enchaînement. Oui. Sûrement. Et je me souviens d'avoir travaillé avec ces gens, Pierre Mondy, on appelle ça les théâtreux. Oui. Jean Poiret. Et
L'impromptu de Marigny, oui, c'est partie d'un des souvenirs de ma création, de ma carrière. Et alors, puisque vous faire le tour complet, et il y a encore des mélodies classiques dans ce CD, il y a aussi un film, des musiques de films, et je crois que la plus célèbre, c'est celle-ci. Dis-moi, les Klein, vous êtes français ou... Monsieur Klein, Joseph Losey, vous avez sauvé le coup pour Joseph Losey, Pierre Porte. On y va? Ah oui, Joseph Losey avait l'habitude de travailler avec un compositeur, Egisto Macchi, un Italien. Et pour l'enregistrement de Monsieur Klein, ça s'est fait au studio Davout, à Paris. Et comme le producteur de la musique, Georges Bacri, Play Ma Musique, qui avait produit avec moi ma première musique de film avec Christian Jacques, c'était le Docteur Justice, quelques-unes, il m'avait demandé de venir diriger l'orchestre parce que le compositeur qui était en cabine ne pouvait pas parler français aux musiciens français. Donc, j'ai accepté. Et une des séances, de 9h à midi, Egisto Macchi avait écrit des séquences spéciales, je vais y venir. Et je dirige la musique qu'il avait fait pour ces séquences particulières que Losey lui avait demandé. Parce qu'il faut dire que dans les années, l'époque du Veldiv, on ne jouait, les Allemands n'autorisaient pas les musiques américaines. Donc, et c'était des foxtrots, c'était des choses comme ça. Et c'est ce que Losey désirait. Et Gisto avait fait d'un shuffle, de variété. Mais ça ne plaisait pas du tout. À Losey qui était en cabine, et à midi, on arrête les séances pour la pause des musiciens, il demande à l'attaché de presse de l'édition musicale de Georges Bacri, qui produisait la musique du film, et Losey a dit, est-ce que vous pouvez demander au monsieur qui dirige s'il a envie et s'il est capable de composer ce qui ne me convient pas. Alors moi, que j'avais l'habitude de dire oui à tout, les musiciens s'en vont, on se met au piano, et il m'explique un peu ce qu'il voulait. Et moi, avec les Carpentiers, j'en ai fait des vertes et des pas mûres, on faisait tous les styles de musique. Il dit, c'est ce que vous voulez? J'ai joué, improvisé. C'est ce que voulait Losey pour les séquences où Alain Delon danse avec, je crois, ou Jeanne Moreau ou l'autre actrice principale. Et c'est comme ça que c'est né. À 14h, on était au studio de Boulogne, il me donnait toutes les séquences, et 15 jours après, j'avais réécrit tout ça, et nous enregistrions, d'où musique de Egisto Macchi et Pierre Porte pour la musique de Monsieur Klein. Et vous avez également fait des musiques beaucoup plus classiques que vous avez composées. Dans ce CD Grand Orchestre, il y en a, et il y a celle-ci qui s'appelle It's the End. C'est extraordinaire parce que ces musiques, on a le sentiment de les avoir toujours entendues, Pierre Porte. Alors, vous aviez dit tout à l'heure classique, oui. Pas tout à fait ça. Oui. Cette musique qu'on vient d'entendre, c'était un ballet original que j'avais écrit pour une des émissions des Carpentiers. Voilà, mais il y a eu aussi pas mal de musiques classiques qui sont dans ce CD, et c'est vrai que vous avez touché à tous les genres. J'ai lu quelquefois musicien protéiforme. Ça correspond ou caméléon ou... J'ai touché vraiment à tout, ça m'intéresse. Sauf une chose que je laisse aux spécialistes, c'est le jazz. Mais tout le reste, j'ai touché à tout, vraiment. Et dans ce spectacle que vous faites à la Nouvelle Ève, il y aura tous les genres de musique. Ce n'est pas qu'un récital de piano, il faut bien préciser. Il y a des surprises aussi. Il y a de mes œuvres et il y a des reprises que j'ai orchestrées au piano. Parce que quelquefois, on m'a dit que, j'ai entendu dire que je jouais du piano symphonique, parce que j'utilise de la note grave, la note aiguë, ce qui correspond aux graves de l'orchestre symphonique et aux aigus. Mais j'utilise tout le clavier. Et ce sont c'est ma manière à moi de représenter l'orchestre au piano. Et je l'expliquerai le 20 mars. Voilà. Alors, le 20 mars, ce sera la Nouvelle Ève. En attendant, il y a donc ce coffret d'or, 3 CD, avec un grand orchestre chez Marianne Mélodie, et ses mémoires, Le piano et mon orchestre à l'Archipel, livre qui est le premier d'une série, si je comprends bien, étant donné vos souvenirs. Peut-être. En tout cas, Pierre Porte, continuez comme ça, ne changez surtout rien. Continuez à être protéiforme. Et la musique vous en remerciera.
Et ma retraite, ce sera lorsque j'aurai rejoint les anges. Le plus tard possible. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.